Alors accueillons tout de suite notre invité pour ce dossier du jour. C'est vous, docteur Jean-Jacques Reynaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Et donc avec vous, on va passer notre tube digestif au microscope en quelque sorte. D'abord, si on prend les troubles digestifs, on va dire les plus fréquents, les ballonnements, les gaz par exemple, je me trompe ou finalement on est tous concernés un jour ou l'autre, que ce soit ponctuel ou chronique, régulier. Alors en effet, on est tous concernés, mais néanmoins, on peut considérer qu'il y a la moitié de la population qui en souffre de manière chronique. 15% consultent, ce qui fait quand même des millions de personnes, et les trois quarts des cas sont des choses qui gênent beaucoup dans la vie quotidienne. Est-ce que ça touche autant les hommes que les femmes? Parce qu'une idée Non, reçue, c'est les hommes. que C'est les hommes qui ont le plus de c'est ça. flatulences, c'est connu. Alors, c'est assez amusant, parce que quand on regarde la science, on dit pas plus les hommes que les femmes. Ah. En réalité, j'aurais tendance à dire que moi, d'expérience, les femmes en souffrent plus que les hommes pour des raisons sociales. Déjà, la femme a des tenues plus serrées, donc dès que ça ballonne un peu, elle va être beaucoup plus gênée que l'homme. Mais oui. La femme a aussi un régime alimentaire différent. Elle prend plus de légumes, plus de sucre, ça fermente plus que l'homme. Et la femme va être plus gênée par les gaz que l'homme, finalement. Donc, globalement, la science dit pas plus, moi je dis plus. Mais bon, les Chez la princesses femme, bien peuvent sûr. avoir des gaz, c'est pas un Bien problème. sûr. Alors, pourquoi on est ballonné? Pourquoi on a ce ventre qui peut enfler? C'est forcément parce qu'on mange trop que ça arrive déjà ou pas? Non, pas vraiment. C'est-à-dire que ça dépend de ce qu'on appelle le ballonnement. C'est amusant parce qu'il y a une équipe anglaise qui a mesuré le tour de taille des gens. Ils sont aperçus que 25% des gens qui se disaient ballonnés avaient un tour de taille qui ne bougeait pas. Donc le ballonnement, c'est une chose, c'est un ressenti. D'accord. Alors pourquoi est-ce qu'on est ballonné? En effet, si on mange beaucoup, on va être ballonné, puisque dès qu'on mange, on augmente le contenu en gaz de l'intestin de près de 60%. Ah oui. Après, il faut que ces gaz circulent et fassent leur place. Donc souvent, on est ballonné parce que les gaz ne circulent pas, parce que la sangle abdominale ne vient pas en arrière, ne tient pas les gaz, et le diaphragme ne se relâche pas. Et puis, on peut être aussi ballonné parce qu'on a une flore particulière, et aussi parce qu'on a des aliments qui vont créer des gaz. Et puis vous dites quand on mange beaucoup, on peut être ballonné, mais ça commence aussi peut-être par l'alimentation avec la mastication. Si on avale nos aliments, est-ce qu'on est plus ballonné que si on faisait l'effort de Moi, je mâcher mange très vite, correctement? mais j'ai pas de problème de ballonnement. Mais c'est vrai qu'il y a des gens Alors- qui avalent comme ça. alors, On on les est- voit, c'est des gouffres. Alors, c'est un vrai souci parce que c'est l'alimentation moderne. On mange trop vite. Quand on mange trop vite, on ne mastique pas. Et quand on ne mastique pas aussi parce que les aliments n'ont pas besoin d'être mastiqués. On a souvent une alimentation, qu'on mange un sandwich, un McDo, c'est tout mou, ça n'a pas besoin d'être mastiqué. Nous, quand on pose des prothèses œsophagiennes, on évite le pain et on me dit les biscottes, parce que les biscottes, on ne peut pas les avaler tout rond. Et donc, quand on avale les choses tout rond, d'abord, l'estomac va avoir du mal à digérer, il va devoir faire le travail que fait les dents. En plus, le travail enzymatique ne se fait pas au niveau de la bouche. Oui, parce que c'est pas juste le rôle de la mastication, c'est pas juste de broyer C'est les pas juste aliments. La mécanique, salive, c'est aussi ouais. chimique. Ouais. Dans la salive, il y a ce qu'on appelle une amylase. Si vous mettez du pain dedans et si vous gardez le pain longtemps dans la bouche, il va devenir sucré parce qu'il est dégradé. Et si le pain n'est pas dégradé ici, il va se dégrader dans le côlon où il va fermenter, donner des gaz. C'est intéressant, Jimmy. Vous qui mangez beaucoup de pain, ça va vous être utile. Mais du coup, qu'est-ce que c'est qu'une bonne mastication? Quand est-ce qu'on sait qu'on a bien mâché un aliment? Faut le mâcher 7 fois, je crois. Donc, Alors après, on peut prendre des chronomètres que font les scientifiques. En réalité, il faut prendre des mesures d'hygiène de vie. Manger plutôt assis, ne pas manger des aliments trop mous, couper tranquillement. mais Voilà. même boucher, il faut la mâcher un Prendre nombre son de fois temps. en Non, parce que là, vous allez particulier, stresser les ouais. gens et on va pas prendre du plaisir à manger si on doit chronométrer chaque bouchée. Par contre, on prend du plaisir à manger lorsqu'on garde l'aliment dans la bouche. Mais déjà, si on mange assis, en découpant les aliments avec des aliments un peu fermes qu'on doit mastiquer, ça se passera mieux que si on mange un sandwich debout en 5 minutes. Alors venons-en au gaz, aux flatulences. Certains, n'est-ce pas Jimmy, sont plus gênés que d'autres. Comment se forment ces gaz intestinaux qui nous dérangent tant? Alors, ils se forment de plusieurs manières. Tout d'abord, on en avale en mangeant, rentre. Et puis, il y en a qui se forment à l'intérieur du fait de la digestion et de la fermentation. Donc, ça se fait en fonction du type d'aliment et de la flore qu'on peut avoir. Et puis, il y a des échanges de gaz qui se font entre le sang, la respiration et l'intestin, tant et si bien que quand on mange un aliment, on peut avoir mauvaise haleine, parce que les gaz circulent à l'intérieur de l'intestin vers le poumon. Et est-ce qu'on peut imaginer, bon, certains gaz font du bruit, certains font des odeurs, est-ce que ça peut refléter justement Ça sent le vécu là encore, une après la hygiène fée de des vie tétines. particulière ou certains aliments qu'on a pu manger? Alors, les scientifiques sont des gens très particuliers. Ils ont été quand même amenés à savoir ce qu'il y avait dans les gaz de l'intestin. En réalité, il y a 5 gaz particuliers qui ne sentent rien. Il y a de l'azote, de l'oxygène, du CO2, de l'hydrogène et du méthane. Il ne faut pas fumer à côté, ça peut exploser. Et puis il y a les derniers qui sentent mauvais, qui sont les soufrés. Et les soufrés représentent c'est ça, 1 à 2%, et ça donne une odeur d'œuf pourri. Oui. Et ça se voit avec certains aliments, une certaine flore. Alors, Incroyable. quand on a ces vents qui sentent mauvais, ce n'est pas une preuve de mauvaise ou de bonne santé. Je vais vous dire, si ça fait beaucoup de bruit et que ça sent très très fort, ça veut dire que ça va pas bien là-dedans. Non, pas vraiment. Non. Les gens me disent je pourris de l'intérieur. Non, c'est simplement Je suis pourri de l'alimentation. l'intérieur. Les gens vous disent ça? Oui, bien sûr, je Ah pourris oui. de l'intérieur. Ça les inquiète vraiment de savoir cette odeur sort de l'intérieur. Il se passe quelque chose de pas normal. En réalité, non. Le
bruit, etc., ça dépend si on serre les fesses lorsqu'on relâche les gaz. Il y avait Mizou avec les nuls qui étaient pétomanes, qui arrivaient à faire de la musique avec son anus. Donc ça peut être dépend, de l'art même. Voilà, ça peut être de l'art. Ça dépend comment est-ce qu'on fait sortir ces gaz. Avec force, en serrant les fesses, on serre les fesses. Bah, justement, Mélanie est très pudique et je sais qu'elle retient ses gaz. Mais je ne suis pas pourrie de l'intérieur. Non, mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est dangereux de se retenir de péter? Non, ce n'est pas dangereux. Par contre, ça crée un inconfort. Quand un gaz veut sortir, il vaut mieux le laisser sortir, sinon on a mal. Notamment, on voit ça dans les colopathies fonctionnelles. Le fait de retenir ces sels et ces gaz crée des douleurs et les gens sont soulagés par l'émission. Donc ça ne va pas créer de maladie intestinale particulière. Non, ça ne va pas créer de maladie intestinale, mais ça va créer un certain inconfort. Docteur Reynaud, on va poursuivre cet entretien passionnant dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous. Europe 1. Dans Sans Rendez-vous, on vous dit tout aujourd'hui sur les secrets de votre digestion et des petits troubles qu'elle engendre et qui peuvent nous gêner au quotidien. Maintenant qu'on a bien compris pourquoi on les subit, on va tenter de voir ce qu'on peut faire pour les limiter au moins. Stop au ballonnement et aux flatulences, c'est dans un instant et c'est sur Europe 1. Sans Rendez-vous sur Europe 1. L'air intérieur que nous respirons peut être jusqu'à 5 fois plus pollué que l'air extérieur. Des conseils pour un intérieur plus propre tout à l'heure avec les purificateurs d'air Dyson. À tous ceux qui préfèrent le repas de Pâques au chocolat de Pâques. À ceux qui répondent « Non merci, je suis plutôt salé » quand on leur offre du chocolat. Et à ceux qui, à la fin du déjeuner, ne regrettent pas d'avoir mangé trop de chocolat, mais d'avoir repris trop d'entrées. C'est Pâques chez Intermarché. Les produits de la marque La Berry du rayon frais sont à 34% de remise immédiate. C'est ça une offre contre la vie chère. Intermarché. Tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 4 avril, modalité magasin et drive participants sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Voilà, on a fait le point sur votre voiture et franchement, ça va vous coûter bonbon. On a dû remplacer tout le cylindre. Ignoré. Et on a aussi dû réparer le refroidissement. Ignoré. Et changer le pi. Ignoré. Évitez les déboires financiers. Choisissez CarNext et adoptez une nouvelle façon d'acheter des voitures d'occasion, avec 12 mois de garantie. CarNext, des voitures de qualité en toute sérénité. Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine, voire sur carnext.com. Le réseau Jeannot installe des fenêtres sur mesure pour créer vos plus beaux cadres de vie. Jeannot, menuisier créateur. Plus d'infos sur jeannot.com. Munich, 1931. Gaily, 23 ans, est retrouvée morte. Suicide? Peut-être. Mais un élément en fait douter. C'est l'identité de son oncle, qui est aussi son tuteur. Cet homme a pour nom Adolf Hitler. L'ange de Munich de Fabiano Massimi, un roman Albin Michel. Leclerc. Oh, mon copain répond jamais au téléphone. Pour le café? Ouais, il m'a juste dit de prendre des capsules de café L'Or Espresso. Sauf qu'il m'a pas précisé s'il voulait les Forza, les Supremo ou les Splendente. Eh ben, prends une boîte de chaque. Du 23 mars au 3 avril, pour 2 boîtes de capsules de café L'Or Espresso de 104 grammes achetées, la 3e boîte est offerte. Oh, pas bête. Et puis du coup, la 3e offerte, tu me la donnes. Non mais oh, faut pas te gêner. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Les ateliers du réseau Renault sont ouverts pour assurer votre mobilité. Afin de vous protéger au maximum, nous continuons de tout faire pour vous accueillir en toute sécurité et vous garantir le respect des règles sanitaires. Pour que vous soyez également en sécurité sur la route, rendez-vous dans votre atelier Renault pour découvrir les forfaits d'entretien prix serrés. Si votre véhicule Renault a plus de 5 ans, profitez d'une remise de 15% sur toutes les opérations d'entretien et d'usure. Offre réservée aux particuliers, conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr. Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité toujours en studio avec nous, c'est vous, docteur Jean-Jacques Reynaud. Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Et donc on s'intéresse cet après-midi à vos côtés à certains des soucis digestifs qu'on peut tous avoir à un moment donné de la journée ou de plus ou moins fréquemment. On va revenir sur les ballonnements dont on a parlé tout à l'heure. On a vu que bien mastiquer déjà, ça permet de réduire ce trouble. Mais est-ce que parfois, ça ne peut pas cacher d'ailleurs un autre problème, le fameux intestin irritable? Alors, ça ne le cache pas vraiment, mais ça peut le recouvrir, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs choses à la fois. Et c'est vrai que le ballonnement ne rentre pas dans la définition intestin irritable, mais souvent, les gens qui ont un intestin irritable ont une hypersensibilité, ils sont plus ballonnés que les autres. Je refais un tout petit point en arrière sur le nombre, sur les gaz qu'on peut avoir, parce que Mélanie, ça vous intéresse, elle n'ose pas poser la question. Question pratique. On sait que le cœur bat 60 à 100 fois par minute, que la température du corps c'est 37 degrés. Est-ce qu'on sait combien de fois par jour on pète? Est-ce que c'est un truc scientifique? Genre, jusqu'à combien c'est normal?
Alors, voilà. c'est un truc très scientifique, puisqu'il y a plusieurs études scientifiques qui ont regardé. Donc, en moyenne, c'est entre 8 et 15, et on doit s'inquiéter au-delà de 20. On a même mesuré le gaz émis, qui doit être entre un demi-litre et 1,5 litre. Et on a même mesuré le gaz par P, qui doit être entre un tiers de litre et 100 ml. Donc, vous voyez, les scientifiques sont des gens très particuliers. Mais il est temps de consulter, parce que vous dépassez largement tous ces critères. Bien sûr. Alors, est-ce que d'un point de vue général, docteur, quand on souffre régulièrement de ballonnement, je reviens au ballonnement, même bien que Jimmy ne veuille parler que de flatulence aujourd'hui, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même revoir un peu ce qu'on met dans son assiette ? Oui, en effet. C'est-à-dire que les premières mesures qui vont permettre de régler les ballonnements sont des mesures diététiques. Après, il y a des mesures médicamenteuses et non médicamenteuses. Et donc, au niveau diététique, qu'est-ce qu'on va chercher ? On va chercher des aliments qui fermentent. Parce que le ballonnement, même s'il n'est pas principalement dû à l'augmentation des gaz, on ne peut jouer que sur ce facteur-là. Alors, qu'est-ce qui fermente ? Alors, il y a un truc très amusant qui est très à la mode, c'est les FODMAPs. FODMAPs, c'est un acronyme qui veut dire fermenticible, oligo, mono et disaccharides et polyol. C'est un peu compliqué tout ça. Bah oui, donc ce sont des sucres. On en trouve dans le lait, on en trouve dans les céréales, on en trouve dans les aliments light, bonbons, soda, etc. Et on en trouve aussi dans les légumes secs. Et donc, ces FODMAPs, c'est les Australiens qui l'ont montré. Quand on a beaucoup de gaz ou de ballonnement, on regarde si on en mange beaucoup. Si on en mange beaucoup avec peut-être une diététicienne ou d'une application qui existe sur smartphone, on va essayer de réduire cet apport pendant 15 jours et voir ce qui se passe. Et donc ça marche bien. Après, il y a d'autres mesures médicamenteuses dont on peut parler après. Mais diététique, très important. Juste sur les FODMAPs, c'est comme ça qu'on dit, on risque pas d'avoir des carences, parce que bon, vous avez parlé des sucres, mais si on arrête toutes les céréales... Non, ce ne sont pas des carences, puisque dans le régime FODMAPs, on explique aux gens qu'on n'interdit pas des aliments, ne diabolise pas des aliments. On dit, faut en manger un peu moins et remplacer tel aliment par tel autre aliment. On offre quelque chose... Qui est un peu similaire d'un point de vue nutritionnel. À la place de ça, vous prenez ça. Et il y a une deuxième chose qui est importante dans les ballonnements, ce sont les fibres. On adore les fibres, mais en réalité, les fibres sont responsables de ballonnement. Il y a deux types de fibres. Les fibres solubles, qui elles vont ralentir le transit, donc garder les gaz, et qui vont fermenter. Et les fibres insolubles, qui sont des fibres qui vont augmenter le volume. Donc globalement, en mangeant des fibres, on pense être vertueux et diminuer le ballonnement. En réalité, on n'a faire que l'augmenter. Ah, c'est intéressant parce que c'est un peu à contre-courant. C'est étonnant parce que pourtant, on ne mangeait pas beaucoup de légumes. Mais est-ce que si on perd du poids, on peut se dire qu'on va être un peu moins ballonné ? Et du coup, la question qui va en découler, c'est est-ce que quand on est en surpoids, on souffre plus de ballonnement que les autres ? Alors c'est plutôt le contraire. C'est en effet, quand on est surpoids, on se plaint de ballonnement parce que comme j'ai dit, c'est une sensation subjective. On a l'impression d'être sous tension. Donc quelqu'un qui a pris du poids déjà, il a de la graisse intra-abdominale, donc il a une tension interne. Et en plus, il a de la graisse sous-cutanée, il a des vêtements trop petits, donc il se sent ballonné en réalité. Mais c'est normal, c'est le surpoids. Ce ne s'appelle pas un ballonnement, ça s'appelle une prise de poids. D'accord. Et justement, est-ce que perdre du poids, du coup, on réduit ce risque ? Non, mais surtout, perdre du poids en faisant du sport, est-ce que bouger, ça améliore le confort digestif ? Alors, en effet, bouger fait partie des mesures non médicamenteuses, puisque le fait de bouger va mobiliser les gaz et les entraîner vers le bas et vous permettre de les expulser. Il y a une équipe qui disait il faut faire 45 minutes de vélo par jour, 5 minutes rapide, 3 minutes lent. C'est un peu compliqué à faire. Donc, essayer de bouger et de marcher, ça mobilise les gaz. Avant de parler des médicaments, est-ce qu'il y a certains compléments alimentaires, certaines plantes qui pourraient nous aider justement à lutter contre le ballonnement ? Tisane de fenouil, on m'avait conseillé, moi. Alors, quand on va sur Internet, on trouve des tas de trucs un peu bizarres, notamment le fenouil, qui soi-disant est conseillé par l'OMS. Moi, je suis sur le site de l'OMS, je ne l'ai pas trouvé. Il y a la menthe poivrée, les choses comme ça. Bon, pourquoi pas ? Le romarin. Si on se sent amélioré, on peut continuer, il n'y a pas de risque. C'est pas toxique. Par contre, il y a des probiotiques qui coûtent cher, qui coûtent entre 30 et 50 euros, qui n'ont pas fait de preuve formelle. Donc, avant de passer à ça, commencez par manger un peu moins de choses qui fermentent, bouger un peu plus, un peu moins de fibres. Ça vous coûtera moins cher que les probiotiques, sera plus efficace. Pastille de charbon, on en parle aussi ? Alors, il y a deux choses. Après, on peut essayer d'absorber ces gaz. Donc, le charbon absorbe les gaz, mais d'un autre côté, il va constiper. Donc, il va en créer d'autres. Et en plus, le charbon va absorber les médicaments. On le donne dans les tentatives de suicide. Et donc, faire très attention quand on prend du charbon, de ne pas le prendre en même temps d'autres médicaments et ainsi d'avoir une efficacité diminuée. Il y a un autre médicament qui est la siméticone, qui se trouve à 300 mg dans les médicaments, qui absorbe aussi les gaz et qui n'a pas l'effet secondaire du charbon. Et justement, du côté des médicaments, une fois qu'on a tout essayé, est-ce qu'on a quelque chose à proposer ? Qu'est-ce qu'il vous reste, Jimmy ? Si on a fait un peu attention au FODMAPs, si on a fait un peu d'activité physique, et puis on a pris un peu de plantes, du fenouil, on a même pris des probiotiques. Et ça marche pas. Et ça marche pas. Il y a toujours des flatulences, toujours des ballonnements. Alors, généralement, on y arrive. On y arrive parce qu'on fait mal les choses. Quand on regarde le régime FODMAPs, par exemple, il est très compliqué à suivre. Si on veut vraiment le faire, parce qu'on a l'impression en screenant qu'on en prend beaucoup, il faut avoir une diététicienne, ça coûte cher, tout le monde ne peut pas le faire. L'application vaut 7 euros. Et les Australiens regardaient que quand on demandait à quelqu'un de vraiment le suivre,
suivre, il y a uniquement 20% à 13% des gens y arrivaient. Donc, quelquefois, quand on n'y arrive pas, il faut remettre son travail, se dire peut-être que j'ai mal fait ce qu'on m'avait conseillé. Mais il n'y a pas de médicaments, allez, Non, disons les mots, non, anti-RO, anti-P, ça n'existe pas. Il n'y a aucun médicament anti-RO, anti-P, et le médicament anti-RO serait pas bon, puisqu'il faut rôter lorsqu'il faut rôter, parce qu'il faut libérer l'estomac. Souvent, les gens qui sont opérés d'une chirurgie anti-reflux n'arrivent pas à éructer, et c'est une vraie souffrance. Donc l'éructation soulage les gens. Il ne faut pas la bannir non plus. Et les antispasmodiques, parce que Ne souvent, marche pas du tout. Mais souvent les patients en prennent des caisses et des Tout à caisses. fait. Ça change Ils en strictement prennent rien. beaucoup. Il n'y a aucune preuve là-dessus. Ça ne marche pas. Ça marche par contre quand le ballonnement crée une douleur dans le cas d'une colopathie fonctionnelle. Là, l'antispasmodique peut marcher. Mais en dehors de ça, non. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut prendre du temps de traiter un ballonné. Ça peut prendre du temps. Il faut être patient. Il faut voir le bon médecin. Il ne faut pas prendre n'importe quoi. Et il faut savoir ne pas jeter une mesure trop vite. Le FODMAP, ça met 15 jours à faire effet. Donc, il ne faut pas essayer de butiner à droite et à gauche. Et il faut être persévérant. Très bien. Docteur Reynaud,